Suite ces débats premiers avec Bertrand Haine. Exactement, bienvenue à toutes et à tous dans cette émission et puis merci évidemment de nous avoir choisis pour passer votre temps de midi. Et on va parler aujourd'hui du travail, comment le rendre plus supportable. Voilà la question qu'on a décidé de se poser pour une de ces dernières émissions de campagne électorale, car oui, c'est l'un des constats marquants de ces dernières années. L'absentéisme au travail pour cause de maladie a augmenté de 33%, et ce qui augmente en particulier, c'est l'absentéisme de longue durée, en particulier, mais pas seulement, lié au burn-out. Le travail est donc, pour beaucoup d'entre nous, moins supportable qu'avant, entre les horaires flottants, les jobs considérés comme sans aucun sens, le stress au travail, la flexibilité que l'on demande de plus en plus à certains d'entre nous. En tout cas, le monde du travail est en pleine évolution. Que proposent les partis pour tenter de le rendre plus supportable? Comment permettre aux travailleurs de se sentir mieux et en même temps aussi, puisque c'est un impératif, répondre aux besoins des entreprises qui sont dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Intervenez dans Débat Première via Facebook et Twitter et par téléphone au 02 737 3707. Pour répondre à cette question, j'ai invité le PTB avec Maria Vin de Vogel, qui est ancienne syndicaliste et tête de liste bruxelloise pour le PTB au Parlement fédéral. Bonjour. Pour le mouvement réformateur, c'est David Clarinval qui est chef de groupe MR à la Chambre, bourgmestre de Bièvre, tête de liste sur la liste MR à la Chambre en province de Namur. Bonjour. Bonjour. David Clarinval. Pour le Parti socialiste, Florence Lepoivre. Bonjour Florence Lepoivre. Vous êtes directrice à la centrale générale de la FGTB. Vous êtes deuxième suppléante sur la liste PS à la Chambre pour Bruxelles. Et puis y voir plus clair, une personnalité de la société civile, Bernard Fuselier, qui est professeur de sociologie à l'UCL. Bonjour. Bonjour. Bernard Fuselier. Midi 13h, Débat Première, Bertrand Haine. Aux manettes de l'émission, c'est Pierre Hontoire, et à la préparation, comme d'habitude, Héloïse Godot. Un chiffre pour commencer cette émission, pour donner quelques faits avant de débattre. J'en ai été fouiller les statistiques de l'INAMI, l'assurance maladie, invalidité. Le cas des dépressions et de burn-out ont plus que doublé, presque triplé, entre 2007 et 2014. De 29 000 cas à l'époque, on est à 83 000 cas reconnus, et ces chiffres datent donc de 2014. Ça a continué à augmenter après. D'abord, peut-être une première question pour cadrer un petit peu l'enjeu de ce débat. Avec vous, Bernard Fuselier, quand on parle bien-être au travail, un des symptômes qui apparaît évident, c'est le burn-out. Ce sont les maladies liées au travail qu'on voit en augmentation. Mais est-ce que ça veut dire, et je ne sais pas si vous le dites vous en tant que sociologue, que aujourd'hui, le monde du travail et que le travail rend plus malade qu'avant? C'est-à-dire que les conditions de travail et les conditions d'emploi ont changé. Or, vous avez vu, je distingue quand même ces deux dimensions. C'est-à-dire que derrière le travail professionnel, il y a à la fois le travail proprement dit, c'est-à-dire l'activité, oui, et les relations sociales de travail. Et il y a, d'un autre côté, l'emploi, qui est plutôt le cadre, la question du statut, de la rémunération, de la protection sociale. Ce sont des dimensions qu'on doit pouvoir séparer parce que, notamment en termes d'action et de politique, on n'agit pas de la même manière sur l'emploi et sur le travail. Alors, agir sur l'emploi, il est clair qu'au cours des dernières décennies, on a vu une fragilisation, une précarisation grandissante d'une série de catégories de travailleurs qui se trouvent notamment dans l'obligation de passer d'un job à l'autre et donc dans l'insécurité permanente, dans une vie finalement professionnelle de travail qui devient parcellaire, fluctuante, morcelée et donc fragilisée. Et il faut tenir compte que l'emploi n'est pas une dimension abstraite des autres dimensions de la vie. Donc ça veut dire que si vous êtes dans une vie professionnelle qui est parcellaire, qui est incertaine en quelque sorte, ça impacte évidemment la capacité à construire un projet de vie, à pouvoir donc vous projeter dans l'avenir, et avec aussi des effets qui peuvent être d'ordre psychosocial. D'un autre côté, lorsque on regarde, je dirais, les évolutions des conditions de travail, ici donc de l'activité, des relations de travail, il est très clair qu'il y a une intensification du travail. C'est-à-dire qu'on demande aux travailleurs de pouvoir faire plus avec moins dans, je dirais, un climat de pression à la productivité, à la compétitivité, etc. Paradoxalement, et donc évidemment, des personnes par exemple qui sont dans des conditions d'emploi qui peuvent être tout à fait intéressantes, salarialement parlant, en termes de protection, qui aiment leur travail, l'activité qu'elles mènent,
mais se retrouvent amenés à être continuellement sur le grill en termes sous pression, sous stress, sous pression. Et d'ailleurs, à la base, c'est comme ça qu'on a identifié le burn-out, qui est un épuisement professionnel pour des personnes qui sont surinvesties en quelque sorte dans leur travail. À côté de ça, le monde du travail évolue aussi avec, paradoxalement, comme je le disais, des aspects qui sont plutôt, je dirais, de type insignification. Le manque de sens. C'est ça, on trouve moins de sens dans ce qu'on fait, les bullshit jobs, comme certains le disent. David Grader, un anthropologue britannique, oui, où on va de réunion en réunion pour des cadres ou pour des personnes dans l'administration, où on se trouve l'ennui au travail, par exemple, ce qu'on appelait le bore-out, est aussi un phénomène qui a été aujourd'hui débattu et même quantifié à près de 30%. Et que ce soit dans la fonction publique, dans le secteur privé, des personnes finalement qui se retrouvent dans des situations de travail dans lesquelles finalement ils doivent gérer des temps morts. Et je le dis tout de suite, parce qu'on a tendance parfois à opposer secteur public, secteur marchand sous concurrence. Dernièrement, un jeune ouvrier m'expliquait sur le chantier, par manque d'organisation de l'entreprise, il se retrouvait à passer des journées entières, sans le matériel adéquat, à devoir faire semblant de travailler parce qu'il y a le commanditaire qui est là et qui circulait, et à se cacher pour pouvoir passer son temps sur... Donc c'est pour dire qu'il y a différents éléments, mais globalement, je pense que le point de tension fondamentale, et ici, je dirais, à nos représentants ou futurs représentants politiques, il y a vraiment l'enjeu de faire passer ce que les anglo-saxons disent un intensive work system, donc un système de travail intensif qui épuise les ressources humaines et environnementales, à un sustainable work system, donc un système de travail soutenable. Donc c'est par rapport à l'insupportable. Je pense que cette idée de système de travail soutenable, qui, je laisse l'environnement sur le côté pour parler plutôt des travailleurs. De la santé des travailleurs, de la santé, du bien-être des travailleurs, c'est-à-dire un système de travail qui ne soit pas destructeur. Physiquement, psychologiquement et socialement, d'où tout l'enjeu de la conciliation entre la vie professionnelle, la vie privée et familiale en particulier. Alors, vous avez formidablement bien dressé les enjeux de ce débat. Je trouve, Bernard Fuselier, c'est pour ça qu'on vous a invité. C'est bien d'avoir un sociologue à table quand même, il faut le dire. Donc fragilisation, vous nous dites au niveau de l'emploi, vous l'observez. Intensification dans l'activité du travail avec une série de problèmes qui sont pas tous les mêmes, vous les avez distingués. Mais vous posez bien la question, comment rendre les choses plus, moi je disais supportables, donc vous dites sustainable en anglais, soutenable, on peut le dire comme ça. C'est finalement inverser la question. C'est très bien. Avant de voir comment vos différents partis se positionnent, peut-être avec des propositions concrètes, on va avoir 3 quarts d'heure pour les faire, donc vous allez avoir le temps de nous en donner quelques-unes. J'aimerais d'abord savoir si vous partagez le constat qui a été fait par Bernard Fuselier. D'abord, un tour de table là-dessus avec vous, David Clarinval, pour le mouvement réformateur. En plus d'être chef de groupe, d'être député, vous êtes aussi dans la vie réelle, enfin je veux dire, avant de vous engager 100% en politique, vous aviez une entreprise de construction, vous l'avez peut-être déjà toujours, oui. Sur le côté. Alors, vous avez un peu les deux casquettes. Comment vous voyez la question du bien-être au travail, vous ? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a une fragilisation de l'emploi, une intensification aussi du travail qu'on demande ? Mais je partage en effet l'analyse de M. Fuselier. Je pense qu'il a très bien synthétisé l'évolution qui est présente dans le domaine de l'emploi, comme dans d'autres domaines aussi, mais aussi clairement, je partage son analyse. Deuxième chose, je pense que une manière de pouvoir répondre à cela, ce que le MR en tout cas préconise, c'est une plus grande souplesse et une plus grande individualisation de la gestion des carrières des travailleurs. Et donc, le gouvernement a déjà apporté certaines réponses. Il faudra en évoquer d'autres, on l'évoquera tout à l'heure. Mais par exemple, nous avons permis récemment le don de congé ou le congé parental à 1/10, la diminution des impôts pour les frais de garde, parce que la question pour l'emploi féminin, notamment des familles de frais de garde, est un problème. On a aussi ouvert le droit du statut du conjoint aidant. On a lutté contre le prix de l'amour. Donc ce sont tous des éléments qui permettent une meilleure qualité dans la gestion de la carrière et de la gestion de la vie de famille. C'est ça, comment est-ce qu'on arrive à gérer les deux, quoi. Et donc c'est vraiment cette individualisation, parce que pour pouvoir répondre aux problèmes que M. Fuselier vient d'évoquer... Il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs, mais il faut permettre à chacun de pouvoir apporter une réponse
très individuel à sa problématique. Les horaires flottants, par exemple, permettent aux gens de vouloir travailler un peu plus tôt ou un peu plus tard, ou travailler plus à certaines périodes de l'année, Oui. ou emmagasiner des droits à certaines périodes de la vie pour pouvoir les consommer plus tard. Donc cette manière de gérer de manière avec une grande souplesse et une individualisation, c'est pour moi, pour le MR en tout cas, nous pensons que c'est une des manières de répondre aux enjeux que M. Fuselier vient d'évoquer. Alors, plus de souplesse du côté du mouvement réformateur pour le Parti socialiste. Florence Le Poivre, je rappelle que vous êtes directrice à la centrale générale de la FGTB, mais vous êtes aussi deuxième suppléante sur la liste PS à la Chambre, à Bruxelles. Alors, votre regard, d'abord par rapport... vous pouvez aussi nous donner évidemment quelques pistes déjà de réflexion, mais d'abord sur le constat qu'a porté Bernard Fuselier sur ce qui arrive au monde du travail. Donc, je rappelle, fragilisation au niveau de l'emploi, intensification au travers du travail de tous les jours. Oui, absolument. Mais les constats de M. Fuselier sont clairement établis et vérifiables sur le terrain. On le voit tous les jours dans les entreprises, dans les usines. On le voit aussi à la centrale générale. Nous, on a beaucoup de travailleurs sur des chantiers. Donc, par exemple, la construction, mais aussi le nettoyage, le gardiennage. Et donc, il est clair qu'il y a une intensification et une pression supplémentaire sur les travailleurs. Il y a aussi une précarisation plus grande. Et on n'a pas parlé d'ubérisation de l'économie, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui existe. On a de plus en plus une économie de plateforme qui se développe. Des gens qui ont des métiers, des boulots précaires, j'ai même pas envie d'appeler ça des métiers, c'est vraiment des jobs précaires. Dans lesquels il n'y a peut-être pas ou peu de sens à trouver. Dans lesquels il y a peu de sens à trouver, et effectivement, ça je pense que c'est vraiment une question qu'on doit se poser. Je pense qu'il y a deux questions à se poser très particulièrement. C'est une question sur, une réflexion sur le temps au travail, mais aussi effectivement une réflexion sur le sens du travail. La toute nouvelle génération, la génération Z, donc les gens qui sont nés après 1993, on voit dans les études que c'est une génération qui n'attend plus du tout la même chose du travail. Donc ils n'attendent plus un travail intensif et ils ne veulent plus absolument tout sacrifier au boulot. Tout sacrifier au boulot. Ils veulent au contraire une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Et ils veulent aussi, et ça c'est très important, avoir du sens dans leur travail. Qu'ils s'engagent plus particulièrement dans des entreprises qui ont une vraie valeur ajoutée sociétale, par exemple. Des ONG, des choses comme ça. Et donc je pense que c'est vraiment un mouvement qui est en train de très fort se développer et dont il faut tenir compte. Et effectivement, ce que M. Fuselier disait, c'est aussi, il y a une explosion, est-ce que vous disiez, M. N, il y a une explosion effectivement des cas de burn-out et de l'invalidité, mais vous avez parlé de l'invalidité, il faut aussi spécifiquement dire que l'invalidité a augmenté sous cette législature de 2014 à 2018 de 20%, et qu'elle a très fort augmenté spécifiquement chez les jeunes travailleurs et chez les femmes. Et ça, c'est aussi un constat qu'il faut poser, c'est-à-dire que ça n'est pas seulement les personnes plus âgées qui ont des difficultés dans le travail, c'est aussi les jeunes et c'est aussi les femmes. Et donc, en termes de conciliation vie privée, vie professionnelle, il y a certainement quelque chose à réfléchir. Et des questions qui sont posées. Absolument. Alors, on va donner la parole. Oui, on va le faire maintenant, et puis on fera notre petite pause après, c'est pas grave. À Maria Vindevogel, ancienne syndicaliste aussi. Et alors, vous tête de liste bruxelloise pour le PTB. Votre regard sur les constats posés. Oui, vous partagez. Oui, tout à fait. Je trouve c'est vraiment de vécu pour moi aussi. Je vais donner l'exemple. J'ai travaillé à l'aéroport. Je suis commencé dans les années 80. J'ai travaillé dans le nettoyage. J'avais directement un contrat défini, plein temps. Après 6 mois, j'avais un contrat durée indéterminée. Quand je vois la situation maintenant, c'est tout à fait l'inverse. Les travailleurs qui travaillent maintenant à l'aéroport, ils commencent avec des mi-temps, ils commencent avec des contrats intérimaires, mais même des contrats journaliers. Et ça dure 5 ans avant ils ont un contrat définitif. Ça, à l'autre côté, moi, j'avais un horaire sur base annuelle à ce moment-là. J'ai eu ça toute ma carrière durant la période de la Sabena. Et après, maintenant, ils ont leur temps de travail. C'est par mois et il peut encore changer 2 jours d'avance. Ah oui, ça change tout le temps, quoi. Ça change tout le temps. Tu peux aller... Pour les femmes, j'ai vécu ça aussi, que les gens venaient chez moi pour dire comment je vais résoudre mon problème pour mes gosses. J'ai vécu tout ce problème et cette évolution de flexibilisation
mais aussi la charge de travail. Et là, je trouve ces deux aspects, c'est très important parce que nous, on n'est plutôt pas pour l'individualisation de solutions, mais pour collectivement trouver des solutions. Mais on voit aussi qu'il y a quand même eu beaucoup de mesures gouvernementales qui font que la situation est empirée. D'accord, pire qu'avant, selon vous. Oui, plus pire. Par exemple, le fait que le crédit temps, quand moi je travaillais encore, presque tout le monde prenait à 50 ans déjà le crédit temps fin carrière, parce que c'était un travail lourd. Le travail de nettoyage, monter les avions, c'était dur, quoi. Alors maintenant, les gens doivent attendre jusqu'à leurs 60 ans et en plus, ils doivent travailler jusqu'à 67 ans. C'est impossible pour les gens. Il y a toujours des possibilités de retraite anticipée. Mais le crédit temps fin carrière est beaucoup plus difficile et c'est plus compté dans le fin carrière pour le pension. Il y a une réduction de possibilités, en tout cas, de partir à la pension plutôt qu'avant, notamment avec les prépensions qui ont été supprimées. Les 67 ans, c'est en 2030. Oui, je ne vois pas très bien comment on pourrait faire ça aujourd'hui, ça n'est pas exact. Bon, on va rentrer dans c'est l'évolution, quoi. Oui, on va rentrer dans le débat. Je vous propose, parce qu'ici, on a d'abord partagé les constats. On voit qu'il y avait des points sur lesquels vous étiez d'accord, mais on a aussi compris qu'il y avait des vraies différences entre vous. C'est le but d'un débat aussi, c'est de comprendre la différence de ce que vous proposez comme projet de société. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler du travail, comment le rendre plus supportable. À tout de suite. Midi 13h. Débat première. Puis vint Daikin. Daikin fait des pompes à chaleur qui utilisent l'air extérieur pour rafraîchir les maisons et pour les chauffer. Daikin, airco et chauffage innovant. Le fantôme, il fait... Ouh. Et l'Internet ultra rapide, il fait... Ouh. Eh oui, l'Internet le plus rapide de votre région, c'est chez vous. Vous d'abord. Oui, les mens. J'ai quand même une petite pensée pour tous ces Belges qui sont assesseurs pour les élections. Enfermés dans un bureau de vote, à compter des voix, pendant que nous autres, on va faire un bon barbecue. Oui, pendant que nous, on compte les petits os qu'on va déguster. Et les pots de sauce qu'on va ouvrir. L'andalou. L'américain. La mayonnaise. Oui, c'est pour ça que nous autres, en fait, on est des assauceurs. Oui. La sauce qui donne du goût à chaque barbecue. La voilà. De Vos les mens. La première vous offre des places pour le film Sibylle en compétition au prochain Festival de Cannes. Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos et Gaspard Ulliel dans une comédie féroce signée Justine Triet. Pour remporter vos places, envoyez cinéma au 60-20, 50 cents par SMS envoyé, 1 € par participation. Neil Young and the Promise of the Real live. En concert le 9 juillet au Sport Palace d'Anvers. Un concert à ne pas manquer. Neil Young, le 9 juillet au Sport Palace. Ticket gracialive.be avec la première le soir et Moustique. Midi 13h, débat première. Comment rendre le travail plus supportable ? Voilà notre question du jour avec notamment Bernard Fuseli qui est professeur de sociologie à l'UCL autour de la table. On a commencé le débat avec lui. Si vous venez d'arriver, je vous rappelle son constat. Il constate une fragilisation au niveau des conditions de l'emploi, c'est-à-dire par exemple la durée des contrats, la situation donc de précarisation d'une partie du monde du travail et puis aussi l'intensification du travail qui est effectivement demandé aux travailleurs. Donc voilà les deux points sur lesquels il est intervenu. Alors là-dessus, David Clarinval pour l'EMR, Maria Vinde Vogel pour le PTB ou Florence Le Poivre pour le PS étaient assez largement d'accord sur le constat qui n'avait pas été remis en question. Par contre, sur les manières d'y arriver, c'est maintenant qu'on va vraiment commencer à en débattre. On voit déjà qu'il y a, pour ce qui a été dit, des vraies divergences. Avec une question d'un auditeur, je regarde, c'est même une auditrice, c'est Michel qui nous dit « Je ne suis pas sûr que l'individualisation soit la solution ». C'est ce que vous aviez laissé entendre comme solution du côté du MR, David Clarinval. Ce serait même, à mon avis, une partie du problème. On individualise tout, du coup, il n'y a plus de soutien du collectif, moins de solidarité à l'intérieur des entreprises. David Clarinval. Non, je ne partage pas la position de cette auditrice. Je voudrais quand même dire que pour nous, l'emploi, et ça reste quand même le cœur de l'action du gouvernement. On a créé 250 000 emplois en permettant aux entreprises de pouvoir engager, en diminuant les cotisations sociales. C'est ça qui a été la recette qui a permis de créer cet emploi. N'oublions pas que l'emploi, c'est source d'émancipation sociale. C'est grâce à l'emploi que l'on quitte
le risque de pauvreté. C'est le principal moteur pour ne pas être pauvre dans ce pays. C'est aussi une source de liberté, puisque à partir du moment où vous avez un emploi, vous avez donc la possibilité de pouvoir emprunter, faire un emprunt hypothécaire. De faire des choix de vie, évidemment. Donc c'est vraiment le cœur dans notre société. Ça reste le cœur pour pouvoir avoir une émancipation, une liberté. Donc le gouvernement s'y est attelé. On a vu que ça a bien fonctionné grâce aux diminutions des cotisations sociales, grâce aux zéro cotisation sociale pour les petites entreprises, les PME. On voit clairement que là, par exemple, il y a de nombreuses personnes qui ont pu travailler dans un petit commerce ou chez un artisan. Ça, c'est pour la création d'emplois. Donc ces recettes-là... Dont les chiffres, en tout cas sur les chiffres globaux, c'est sûr que la plupart des instituts convergent vers 230, 240, 250 000 emplois ont été créés sous la législature. Mais donc sur les conditions de travail en tant que telles, vous pensez, vous, qu'il faut donner plus de souplesse, plus de flexibilité entre les employeurs et les travailleurs pour, notamment au niveau des horaires, etc. Là, on parle donc vraiment de la manière dont on organise le travail. On ait plus de liberté, quoi. Bien sûr, tout à fait. Donc l'individualisation, la souplesse. On a vu que les recettes collectivistes préconisées par ma collègue ici du PTB ont échoué. En France, la diminution du temps de travail a été un échec patent. Il a fallu que l'on revienne en arrière pour corriger les erreurs qui avaient été faites par les socialistes à l'époque. Et donc, il ne faut pas tomber dans le piège qu'ont connu nos voisins. Et donc, aujourd'hui, et M. Fuseli l'a bien dit tout à l'heure, la situation vécue par les uns et les autres n'est pas nécessairement la même. Et donc, il faut permettre à chacun de pouvoir, en fonction de sa situation, pouvoir, par exemple, se déconnecter. Moi, je suis pour je préconise le droit à la déconnexion. C'est vrai que c'est dans votre programme. C'est quelque chose d'important. Ça se fait dans certains pays de Scandinaves. À un moment donné, il faut permettre aux travailleurs de ne plus être interpellés par son employeur ou par des clients. C'est un droit fondamental et nous luttons pour cela, pour permettre justement, de manière individuelle, à ce travailleur de pouvoir vivre sa vie de famille, sa vie sociale sans être interpellé. Par contre, l'artisan ou l'indépendant qui souhaite, au contraire, veiller à ce que son travail, qui veut être au courant de ce qui se passe et qui ne souhaite pas avoir ce droit à la déconnexion, il a le droit aussi de pouvoir rester connecté. Donc on ne peut pas imposer à tout le monde le droit à la déconnexion. Certains vont refuser, donc ça va créer des problèmes. Donc c'est pour illustrer la nécessité d'avoir une solution individualisée. Ça, et donc vraiment les horaires flottants. Les horaires flottants, c'est les gens qui doivent, notamment peut-être le matin, aller conduire leurs enfants à l'école, souhaiteront peut-être travailler un peu plus tard dans la journée, mais peut-être travailler jusqu'un peu plus tard, ou éviter les embouteillages. Oui, la question, c'est évidemment toujours de savoir quand est-ce que ces horaires sont imposés ou véritablement négociés librement. Ça peut se négocier au niveau de l'entreprise. Ça peut très bien se passer dans certains cas. Alors, justement, du côté du PTB, puisque David Clarinval vous a dit les solutions collectivistes de réduction du temps de travail, elles ne fonctionnent pas, elles sont dans votre programme, avec du nuance, elles sont aussi dans le programme du Parti Socialiste. Alors là-dessus, pour vous, c'est un des éléments essentiels. S'il fallait citer une mesure qui permette de mieux vivre au travail, c'est de moins travailler. Oui, nous, on a tout à fait notre vision sur la société. On travaille pour vivre et pas l'inverse. Maintenant, pour beaucoup de gens, c'est l'inverse, quoi. Ils doivent travailler et ils n'ont plus de vie familiale. On veut, au niveau de la flexibilisation, que c'est pas d'office qu'on demande... par exemple, le travail de dimanche, le travail de nuit, ça doit rester des exceptions et pas partout, parce que ça devient un cercle vicieux. Une fois que tu instaures toute cette flexibilité, tout le monde doit travailler flexible. On veut vraiment limiter ça. Et au niveau de création de l'emploi, je veux quand même dire la création de l'emploi, c'est quand même surtout une précarisation de l'emploi qui a été créé. La moitié des jeunes n'ont pas un contrat plein temps. C'est quand même fort dans notre société. Et nous, on est pour effectivement une diminution de temps de travail collectif. Et ici, je parle comme féministe, parce que toutes ces mesures individuelles, c'est surtout les femmes qui prennent. Par exemple, le crédit de temps, c'est 7 sur 10 femmes qui prennent le crédit de temps. Et c'est une perte de salaire, finalement, au fin de leur carrière. Et qu'est-ce qu'on voit au fin de carrière? Que la moitié des femmes ont pension moins que 1 000 €. Alors, si on continuait dans cette piste d'individualisation, on va encore mettre plus de femmes dans la précarité. Et c'est pour ça que nous, on est pour la collectivité, parce qu'on trouve que la productivité est aussi augmentée. Et c'est, comme monsieur a dit, c'est depuis 60, 4 fois plus la productivité. Alors, nous, on trouve que ça doit être partagé en diminuant le temps de travail pour les gens. Moi, je vais donner un exemple encore. Ma sœur, elle travaille dans le secteur d'aide à la maison de nettoyage. Alors, le patron n'engage même plus de plein temps parce que le travail est trop lourd.
Ça veut dire ça devient trop lourd. Alors, c'est pour ça, nous, on veut que les gens travaillent moins, que tout le monde tienne le coup. Durable, et que c'est durable. Ça, c'est nos points fondamentaux. Et on a été à Göteborg, où on a vu dans le maison de repos, et c'était l'avantage pour le personnel, et c'était très bien pour le patient aussi. C'était une très bonne affaire pour les gens. On va aller prendre, juste après les titres du Trésor, la position du Parti Socialiste dans cette affaire, et puis on fera avec notre sociologue Bernard Fuselier un petit point sur ce qui vient d'être dit, pour résumer un petit peu tout ça. À tout de suite, on se retrouve dans quelques instants. Rejoignez le débat via Facebook et Twitter et 02 737 37 07. Midi 13h. Débat première. Appelez en illimité avec Koala sur le réseau inépuisable d'Orange. Une couverture non-stop, même quand vous appelez à l'intérieur. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Pour Hans Anders, les prix abordables, c'est essentiel. Mais que font les autres opticiens avec l'argent qu'ils vous demandent en plus? Peut-être qu'ils payeront un célèbre joueur de football pour qu'il vise à côté du but pendant le pénalty. À côté du but, mais en plein dans votre nez. Pif, paf, bouf. Eh ben voilà, lunettes brisées, match corrompu. Vous prendriez le risque, vous? Venez plutôt chez Hans Anders et recevez une remise de 50% sur votre paire de lunettes. Ou 3 paires pour le prix d'une. C'est vous qui voyez. Plus d'infos sur hansanders.be. Hans Anders, l'opticien pas comme les autres. Jusqu'au 24 mai, bénéficiez pendant la semaine du pro d'un financement à 0% sur tous les véhicules neufs. Fiat Professionnel, un pro comme vous. Offre réservée aux professionnels. La première. L'esprit clair. Il est 12h30. C'est le moment de s'informer avec les titres du Trésor et Mariam Allard. Bonjour Mariam. Bonjour. Les trains belges ont la moins bonne ponctualité parmi 13 pays européens en 2017. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la plateforme européenne des gestionnaires d'infrastructures ferroviaires. Infrabel admet que le réseau belge n'est pas exemplaire, mais pour le gestionnaire du réseau, l'étude est biaisée. Tous les pays ne sont pas soumis aux mêmes contraintes et tous n'ont pas communiqué le même genre de données. Un policier de la zone Bruxelles-Ouest a-t-il commis une bavure à Molenbeek? Dans une vidéo, on voit un policier en train de donner de violents coups de pied dans la tête d'un suspect déjà maîtrisé et au sol. Le suspect a porté plainte et le policier a été écarté de ses fonctions, privé de liberté, et il est actuellement entendu par le parquet. Theresa May présente un nouvel accord sur le Brexit aujourd'hui aux députés britanniques. La première ministre britannique affirme avoir fait des concessions. Elle propose même la tenue d'un second référendum. Pour ça, il faut que les députés approuvent début du mois prochain l'accord sur la sortie de l'Union, et rien n'est moins sûr. Le Français Dominique Alderweireld, connu sous le nom de Dodo la Saumure, condamné à 30 mois de prison, dont 15 mois fermes. Il est reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Courtrai, coupable d'appartenance à une organisation criminelle, d'exploitation de maisons closes et traite d'êtres humains avec violence, intimidation, menaces et corruption. Et puis en football, Torgan Hazard et Axel Witsel deviennent coéquipiers. Le petit frère d'Eden Hazard a signé un contrat de 5 ans au Borussia Dortmund. Voilà pour les titres. Vous retrouvez le journal de 13h avec Marie-Laure de Kerkhove. Et tout de suite, on retrouve Bertrand Haine pour Débat Première. Midi 13h. Débat Première. Bertrand Haine. Comment rendre le travail plus supportable? Voilà donc notre question du jour. On évoque notamment le temps de travail. David Clarinval, du côté du mouvement réformateur, privilégie des solutions individualisées pour notamment rendre plus souple, par exemple, les horaires flottants, les horaires des travailleurs, des travailleuses. Du côté du PTB, on prône plutôt la solution inverse, des solutions collectives de réduction du temps de travail. Alors du côté du PS, c'est aussi quelque chose qui est dans votre programme, avec des accents et des nuances avec ce que dit le PTB, mais enfin, on est quand même sur cette idée que théoriquement, il faudrait, sans réduction de salaire, travailler moins. Et ça, c'est votre première mesure en matière d'amélioration du bien-être au travail, quelque part. C'est de récupérer du temps. Oui, tout à fait. Peut-être juste répondre à 2-3 choses qui ont été dites. Mais allez-y. Effectivement, donc on a eu le constat très clair de M. Fuselier, et tout le monde le partageait autour de la table. Et la réponse du gouvernement actuel, ça a été une hyper-flexibilisation du travail. Ça a été augmenter le nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être imposées aux travailleurs sans sursalaire. Ça a été une
annualisation du temps de travail. Donc ça veut dire que le travailleur est plus souvent soumis à ce que l'employeur veut en termes de vous travaillez un peu plus à certains moments, vous travaillez un peu moins à d'autres. Ça a été des flexi-jobs, par exemple dans l'ORECA, qui ont été étendus au commerce de détail, qui ont été étendus maintenant aux pensionnés. Ça a été une précarisation du travail en général, ça a été une explosion du temps partiel. Et donc clairement, la réponse, effectivement, c'est une flexibilisation accrue. Et je ne pense évidemment pas que ce soit la bonne réponse. Vous ne pensez pas que pour certains travailleurs et travailleuses, avoir plus de souplesse, David Clairval donnait l'exemple de quelqu'un qui va conduire ses enfants à la crèche, qui préférait peut-être travailler plus tard le soir. Si, bien sûr, si c'est une demande du travailleur. Le problème, quand on individualise la gestion de la carrière, comme le MR veut le faire et comme le gouvernement l'a fait d'ailleurs, c'est qu'on n'est pas sûr que c'est systématiquement une demande du travailleur. En fait, c'est plus souvent une demande de l'employeur en fonction des pics de production, de la gestion de l'entreprise, etc. Donc moi, pas de problème avec le fait d'organiser par exemple des horaires flottants, bien sûr, mais ça doit être négocié de manière collective. Et quand on dit négocier de manière collective, ça ne veut pas spécialement dire, parce que M. Clairval dit il ne faut pas imposer ça à tout le monde, y compris à un artisan ou à un indépendant, bien évidemment. Négocier, ça peut vouloir dire au niveau interprofessionnel, mais ça peut vouloir dire au niveau sectoriel, et ça peut vouloir dire aussi au niveau de l'entreprise. Mais ce qui est important, c'est que ce soit négocié de manière collective pour ne pas mettre le travailleur à la merci, entre guillemets, de son employeur. Il faut vraiment que les différentes mesures soient disponibles pour le travailleur, mais qu'elles ne soient pas imposées. Ça, c'est très important. Et effectivement, pour nous, ce qui est très important, c'est avoir une meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle. Et ça passe effectivement par une réduction collective du temps de travail. Nous préconisons une réduction collective du temps de travail à 32 heures, avec maintien du salaire et une embauche compensatoire. Parce que pour nous, c'est aussi travailler moins, mais c'est aussi pour travailler tous. Donc on a aujourd'hui encore 350 000 chômeurs environ, et on a une explosion du temps partiel. On a plus ou moins 1 100 000 personnes qui travaillent à temps partiel, énormément de femmes d'ailleurs, et souvent des petits temps partiels qui ne sont pas choisis, qui sont imposés là aussi, ce qui est la preuve que quand on individualise les relations collectives de travail, voilà le résultat. Et donc ce qu'on voudrait, c'est justement travailler moins pour travailler tous et travailler en bonne santé chacun. Et donc ça passe effectivement par la réduction collective du temps de travail, mais aussi par une série de congés qu'on voudrait étendre, et on peut éventuellement en parler. Oui, bien sûr, on a encore un peu de temps, et voilà. Il y a d'autres mesures dans vos programmes dont on va pouvoir parler. Absolument. Ce qu'on va faire maintenant, avec une toute petite réplique pour David Clairval, on va prendre un petit peu le point sur ces deux grandes options, l'individualisation quelque part de côté, la réduction collective de l'autre, du point de vue du sociologue. Comment vous voyez tout ça? Petite réplique, puisque vous avez été mis en cause, vous avez aussi mis en cause les autres, donc voilà, mais c'est le jeu d'un débat par David Clairval. Assez court. Très rapidement, pour répondre à Madame la candidate du Parti Socialiste, mais Florence Lepoix, mais qui est aussi permanente à FGTB. Et donc elle est bien placée pour savoir qu'au cours de ces 5 années, malheureusement, de nombreux projets qui ont été négociés par les partenaires sociaux ont eu un droit de veto de la FGTB. Et encore récemment, l'accord interprofessionnel, chaque fois qu'il y avait des accords possibles, la FGTB mettait un droit de veto. Et donc, pourquoi est-ce que nous, on a peur de cette collectivisation de la décision par rapport aux travailleurs? C'est parce que tout simplement, ça donne le droit de veto à la FGTB. Et nous, on n'a pas envie que des travailleurs soient pénalisés dans la souplesse à cause de la FGTB qui a une vision très dogmatique des choses. Il y a d'autres syndicats qui ont eu des attitudes beaucoup plus constructives. Exemple, nous avons proposé la pension à mi-temps pour alléger la fin de carrière des travailleurs. Eh bien, de nouveau, une opposition du PTB, cela va de soi, mais même du Parti Socialiste et d'autres, alors que là, ça se permettait une grande souplesse. Elle n'est pas passée, pour la fin de carrière. Pas voté parce que la gauche et la FGTB on a fait déjà des débats sur les pensions. Donc tout ça, on a fait. Je vais même juste reprendre un petit peu le fil, si vous voulez, de la réflexion avec Bernard Fuselier, qui est professeur de sociologie à l'UCL, qui vous observez beaucoup ces questions de conditions de travail, de bien-être au travail. C'est vrai qu'on a quand même deux orientations, de vision de la société, deux projets politiques très différents entre l'individualisation proposée aux entreprises et aux employeurs de négocier directement des horaires flottants, des aménagements, etc. Et alors une vision plus collective où on réduit le temps de travail pour tout le monde. Quel est votre regard de sociologue sur ces deux propositions? Je vous demande pas de trancher ce qui est bien ou mal. Je sais que vous n'allez pas le faire de toute façon. Non, mais c'est pas ça que je vous demande. Voilà, comment vous voyez cette opposition entre deux solutions, deux projets?
Bon, ça fait partie du débat démocratique, bien entendu, et on pourrait dire que chacun peut avoir le visage de Janus. C'est-à-dire que l'un veut sourire et l'autre pas. Si on prend la question... mais d'abord, quand même, rappelons, parce qu'on a l'impression d'être un peu dans une vision d'un monde du travail qui est décomposé, etc. On reste quand même en Belgique, dans un espace salarial qui reste régulé, qui reste cadré, où la concertation sociale est quand même encore un élément important pour justement trouver des compromis. Même si elle est compliquée ces derniers temps, ça fonctionne, les structures restent là. Il reste quand même des structures, et par exemple les différentiels salariaux entre un salaire minimum et un salaire considéré comme élevé dans l'espace salarial majoritaire, je ne parle pas des extrêmes, c'est de 1 à 3 en salaire net, je ne parle pas en salaire brut, parce que généralement dans la population, on ne sait pas très bien ce que ça signifie. Mais donc ça veut dire, bon, ne soyons pas dans la sinistrose, il y a quand même une base en Belgique qui quand même... La tension salariale est moins élevée chez nous que dans d'autres pays européens ou même d'autres pays du monde. Alors ne parlerons pas des États-Unis, etc. par exemple. Oui. Donc simplement pour essayer de remettre un peu le contexte qui n'est pas... qui est interpellant, mais on ne doit pas non plus avoir une vision tout à fait négative. Je pense qu'il y a du bon boulot qui est fait par les partenaires sociaux et les différents gouvernements pour maintenir quand même un espace salarial régulé. Cela dit, concernant l'individualisation, évidemment, ça va dépendre un petit peu du pouvoir de marché des travailleurs. Certains travailleurs sont dans une capacité individuelle, à la limite de négocier en quelque sorte leur individualisation du temps de travail ou qu'importe, d'être dans un processus d'affirmation plus personnelle et qui est une demande, on peut dire sociale, parce qu'on parlait de la génération Z, mais je pourrais y revenir, mais il y a quand même un processus d'individualisation générale dans notre société qui ne date pas d'aujourd'hui. Oui, et qui correspond aussi à une nouvelle sociologie, peut-être d'une génération qui veut individuellement être plus libre de décider de son temps de travail, etc. C'est à ça que vous pensez aussi, que l'individualisation, elle est souhaitée par une partie des travailleurs? Elle est souhaitée par je dirais beaucoup de travailleurs, pour autant qu'ils peuvent choisir. Bien sûr, mais c'est toujours la question. Qu'est-ce qui est imposé, qu'est-ce qui est choisi? La flexibilité du temps de travail choisi est vraiment prônée. Je travaille beaucoup sur la conciliation travail-famille comme une des mesures qui peut permettre de favoriser cette conciliation. Après ça, il y a la question quand même de cadrage pour que tout ne soit pas possible et permettre justement à des travailleurs qui sont dans un pouvoir de marché très faible, c'est-à-dire un pouvoir de négociation très faible, d'avoir le soutien des collectifs. C'est ce qui a été dit, c'est fondamental. Mais pour vous, la réduction du temps de travail, par exemple, c'est une piste qui pourrait améliorer le bien-être au travail, ou on pourrait, en gardant des durées qui sont les nôtres actuellement, avec toute une série d'autres pistes, déjà finalement obtenir des bons résultats. Par exemple, je ne sais pas, moi je vois qu'il y a dans les propositions des différents candidats ici autour de la table, je vois que par exemple, mettre plus d'inspecteurs au travail, responsabiliser les employeurs pour qu'ils mettent en place des plans pour le bien-être, la prévention du burn-out dans nos entreprises. Est-ce qu'en faisant tout ça, on pourra arriver, si pas au même résultat, en tout cas à arriver à une amélioration du bien-être au travail identique à celle d'une réduction du temps de travail? Je crois qu'il est important de resituer la place du travail dans l'ensemble de l'existence. J'entends bien que l'emploi est le grand intégrateur, c'est la pensée notre société salariale s'est constituée comme ça. Aujourd'hui, on participe à une impasse. Il faut savoir que le logiciel de la société salariale s'était constitué à la perspective du travail à temps plein pour les hommes tout au long de... Oui. C'était linéaire, on rentrait dans une espèce de linéarité. Oui, mais et si on parle de la conciliation travail-famille, elle était pensée au niveau du ménage, à travers une division sexuelle du travail forte, et donc l'homme était dédié... au travail professionnel et la femme à la famille. Aujourd'hui, ça s'est modifié. D'où même si on réduit le temps de travail, on voit que les tensions temporelles sont plus importantes parce qu'on est dans des couples biactifs ou partiellement biactifs, avec en effet, ce sont les femmes généralement qui réduisent leur temps de travail pour pouvoir s'occuper, je dirais, des besoins de la maisonnée, des besoins de la famille, qui sont extrêmement lourds aussi. Et je crois que politiquement, on doit l'intégrer, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui est multi-active, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité d'activités sociales qui sont très importantes à pouvoir combiner pour assurer du bien-être, de la richesse, de la cohésion sociale. D'accord.
Mais notre société ne sait pas. Donc, si dans les faits, on est dans la multi-activité, dans le logiciel social, on n'a pas mis en place ces conditions. Et donc, c'est important en termes politiques de penser en termes de parcours de vie, y compris le temps de travail. On peut avoir une vision linéaire de dire on réduit globalement le temps de travail, mais pour certaines personnes, on sort des études, on est prêt à travailler 40 heures par semaine, ça ne nous dérange absolument pas. On rentre, on a un enfant, hop, là, on est confronté. Donc, avoir aussi une vision parcours de vie me semble quelque chose d'important pour accompagner les besoins des personnes, des familles, et aussi, bien entendu, des entreprises qu'il ne faut pas fragiliser. Mais, donc, entre mesures linéaires, individualisation... Oui, vous êtes plutôt à dire qu'il y aura, vu la complexité actuelle du monde du travail, sans doute un panel de mesures, une diversification des mesures à prendre. Mais voilà. La cohérence. Oui, c'est ça qui est très complexe, évidemment. Bon, on continue à en parler, on doit marquer une petite pause, il est 1h moins quart, c'est notre petite habitude, on se retrouve dans quelques secondes pour continuer à parler du bien-être au travail. À tout de suite. Midi 13h. Débat première. Soir première. 17h30, 19h. Si vous êtes ministre. Arnaud Reussen. Chaque soir sur la première, un candidat ou une candidate aux élections du 26 mai fait face aux acteurs de terrain. Si vous êtes ministre, qu'allez-vous faire ? Quelles seront vos priorités ? Quels engagements vous prenez ? Des interpellations concrètes qui attendent des réponses tout aussi concrètes et des engagements. C'est à 18h20 dans Soir première et à 22h20 en télé sur la 3. Ma voix, mon choix. Élection 2019. Génial le Pérou, sauf qu'on m'a volé mon sac à dos. Heureusement, j'avais Maxime Assistance. Faites comme Maxime. Prenez l'assurance voyage qui s'adapte à vous. Infos et conditions sur europassistance.be. Faites appel aux entreprises de travail adapté. Faites entrer votre entreprise dans l'ère du win-win-win. Une nouvelle perspective où vous êtes gagnant, où les travailleurs handicapés sont gagnants et où votre entreprise est gagnante. Retrouvez nos valeurs et 60 métiers au service de 4000 entreprises socialement responsables sur onsadapte.be. Vous sentez cette délicieuse odeur ? Celle qui vous donne envie d'un bon repas en famille ou entre amis ? Sortez les brochettes et les merguez, l'avenir vous propose une offre alléchante. Abonnez-vous maintenant au journal de votre région et recevez une plancha XXXL ou un barbecue. Profitez-en vite sur l'avenir.net/bienvenue. Bonjour monsieur, Renault Window pour le remplacement de vos vitrages. Ah, bonjour, entrez. Je vais vous montrer les vitrages à remplacer. Attention, ne touchez pas les châssis. Mon épouse a mis 4 jours et 3 nuits pour trouver la couleur idéale, qui s'accorde avec la couleur des murs, qui s'accorde elle-même avec celle des chaises et de la moquette. Et voilà, c'est terminé. Bonne fin de journée. Ah, merci. Renault Window remplace vos vitrages par des vitrages super isolants sans changer vos châssis en un jour seulement. Offre exceptionnelle sur renaultwindow.be. Une initiative d'AGC Glace Europe en collaboration avec la Wallonie. Dites, quand vous sortez de chez vous, vous éteignez bien toutes les lumières, non ? Ben oui, comme ça votre compteur s'arrête de tourner et vous de payer. Avec l'assurance auto au kilomètre de Corona Direct Assurance, c'est la même chose. Vous ne payez que votre consommation, donc seulement les kilomètres parcourus. C'est plus juste, non ? Oui, tellement juste que plus de 100 000 conducteurs ont déjà choisi cette méthode. Retrouvez toutes les infos et calculez rapidement votre bénéfice sur coronadirect.be. Direct. Pour imprimer et numériser vos documents, win-win-winner avec le travail adapté. Info sur onsadapte.be. Le 26 mai, nous votons. Quel parti correspond le mieux à vos attentes ? Pour le savoir, faites le test électoral. De votre smartphone, tablette ou PC, rendez-vous sur rtbf.be/élection. Ma voix, mon choix. Élection 2019. Avec la RTBF, être bien informé pour bien voter. Débat première. Bertrand Haine. On parle du bien-être au travail dans cette émission avec cette question: comment rendre le travail plus supportable ? On a eu un débat ici depuis déjà plus de 40 minutes maintenant, notamment fort axé sur les questions de temps de travail, de négociation entre le temps passé au travail et le temps passé pour la vie de famille, pour les loisirs, avec des visions et des solutions très différentes ici autour de la table entre MR, PTB et PS. J'aimerais maintenant qu'on évoque la situation des travailleurs qui sont en maladie, en l'occurrence, puisque c'est un des phénomènes importants de ces dernières années, l'augmentation du nombre de burn-out. Je rappelle qu'entre 2007 et 2014, on est passé d'à peu près 30 000 à plus de 83 000 cas par an.
et que ça a continué après. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens qui sont actuellement donc en maladie de longue durée et comment on favorise le retour au travail? Comment vos différents partis se positionnent sur cette question? J'aimerais commencer avec vous. Au PTB, si vous le voulez bien, Maria Vindevogel. Qu'est-ce que le PTB propose pour que les malades de longue durée puissent revenir, et notamment ceux qui ont des problèmes de burn-out? C'est vrai qu'il y a des cas très différents. Un malade du cancer n'est pas celui, et les solutions ne sont sans doute pas les mêmes que pour un burn-out, mais puissent revenir au travail. Qu'est-ce que vous mettez en place? En tout cas, on ne veut pas faire ce que Marie de Blok propose, c'est mettre les gens sur pression quand tu es déjà malade et alors on te met encore plus malade quand tu as pression parce que tu dois retourner au boulot ou on te sanctionne parce qu'il y a quand même, je crois, 7 sur 10 presque des gens qui sont licenciés pour de raisons médicales. Hein. Moi, j'ai ma sœur qui travaille dans un hôpital et comme syndicaliste, elle doit faire que ça, c'est défendre les gens parce qu'alors on licencie pour des maisons médicales. Les gens sont directement sans droit au préavis. C'est vraiment... nous, on veut vraiment pas ça. Nous, on trouve que les gens doivent être aidés. On doit donner le temps pour que les gens se rétablissent quand ils sont malades. Hein. Ça, c'est une. Et on veut que les gens ne perdent pas de salaire les premiers 2 mois quand ils sont malades. Comme ça, on a moins de pression sur les gens et qui peut se rétablir. Et on trouve qu'ils doivent avoir une étape que les gens reçoivent le temps pour se remettre au travail, quoi. Qu'on prend le temps et pour que les gens reprennent. D'accord, mais donc pour vous, il n'y a pas de mesures spécifiques à prendre pour essayer que le retour au travail se passe peut-être plus rapidement qu'aujourd'hui. C'est pas une priorité pour vous au PTB. C'est d'abord que les malades se rétablissent. On trouve qu'on ne peut pas sanctionner les gens qui sont malades. Quand tu es malade et tu dois faire tout pour que les gens ont un travail faisable, parce qu'on a déjà discuté ça tantôt, le fait que la pression est tellement grande, on doit surtout aussi faire beaucoup de prévention, que les gens ne sont pas malades. Mais quand les gens sont malades, on ne peut pas mettre de sanctionner, je trouve. Ça, c'est une. Et deuxièmement, on doit aider les gens à se remettre au boulot, mais avec pas de pression de perte de salaire et ni avec une sanction, quoi. D'accord. Alors du côté du parti socialiste, Florence Lepoivre, je vois que dans votre programme, vous avez notamment la responsabilisation des employeurs pour que lorsque il y a un malade de longue durée, il soit réintégré avec un programme spécifique, quoi. Ça, c'est une des mesures que vous prenez, par exemple. Oui, absolument. Comme l'a dit Madame Vindevogel, effectivement, Madame de Blok a pris une loi sur la réintégration des malades qui vise à une réintégration obligatoire avec sanction à la clé pour le travailleur, et la sanction peut effectivement aller jusqu'à un licenciement sans préavis. Donc c'est quand même faciliter en gros le licenciement d'une personne malade pour cause de maladie. Et cette mesure a clairement été prise pour des raisons budgétaires. Et c'est la seule vision qui a été développée par le gouvernement à ce niveau-là. Il y a eu quand même un plan pour la réintégration des malades de longue durée, que Marie de Blok a proposé. On n'a par exemple pas du tout réfléchi à reconnaître enfin le stress professionnel et ses conséquences, dont le burn-out dont on a parlé, mais la dépression, mais aussi les troubles du sommeil, comme maladie professionnelle. Ça, c'est aussi dans notre programme. C'est évidemment indispensable de reconnaître ces maladies comme des maladies liées au travail. Alors, elles sont évidemment multicausales et multifactorielles, comme beaucoup de maladies, mais il y a évidemment un lien avec le travail et elles doivent être reconnues comme maladies professionnelles aussi parce que quand vous avez une maladie professionnelle reconnue, vous êtes indemnisé différemment. Plus que si vous êtes juste invalide sans lien avec le travail. Je pense qu'il faut aussi, c'est reconnaître des maladies professionnelles plus spécifiquement pour les femmes. On a parlé par exemple du secteur du nettoyage. À la centrale générale, on a le secteur des titres-services. Dans le secteur des titres-services, on a énormément
dames, souvent des dames, qui ont des maladies liées à l'utilisation de produits de nettoyage, liées aussi aux positions qu'il faut prendre. Nettoyer une baignoire, ça demande de se tordre un peu, etc. Et ces maladies sont en fait très peu reconnues, tout simplement parce que, et on a des raisons qui me paraissent complètement abracadabrantes, on a des médecins du travail qui disent mais tout le monde utilise ces produits pour faire le ménage chez soi, on utilise ces mêmes produits, vous aussi vous nettoyez votre baignoire, et donc il n'y a pas de raison de considérer que c'est plus grave pour quelqu'un qui travaille toute la journée avec ces produits que pour quelqu'un qui ne fait ça qu'une fois par semaine pour nettoyer sa baignoire ou pour nettoyer son évier. Et donc voilà, c'est plus grande sensibilité notamment des services d'inspection du travail à toutes ces questions. C'est aussi fondamental évidemment de reconnaître ces maladies professionnelles. Et effectivement, ce qui est important, c'est de mettre en place des trajets de réintégration, mais on parlait tout à l'heure de choix. Ça doit être un choix de nouveau du travailleur. Il faut créer des conditions propices à la réintégration, mais il ne faut pas qu'il y ait une obligation assortie d'une sanction, et y compris aujourd'hui, on est en train de parler de gens qui sont en maladie grave et à qui on demande de réintégrer le travail. Alors, David Clarinval, sur ces questions de réintégration au travail, tant du côté du PTB du PS, on a pointé la politique de Maggie De Bloch. Alors, dans votre programme, que j'ai analysé ce matin sur ces questions-là, alors j'ai regardé assez attentivement, il n'y a pas une mesure qui dit plus de sanctions pour les malades de longue durée. Mais est-ce que vous pensez de fait que c'est quelque chose qui est souhaitable, c'est qu'on mette un signal de la société plus clair aux malades de longue durée ? Moi, je n'apprécie pas les caricatures qui sont faites ici de la politique du gouvernement. Le gouvernement a mis en place un système qui permet de contrôler, en effet, certaines personnes qui abusent du système de maladie. C'est une minorité. Il y en a très peu, mais il y a des gens qui abusent du système de maladie. Et donc, ça permet de détecter celles et ceux qui abusent du système. Et ça, je suis désolé de le dire, ça ne fait pas plaisir, mais malheureusement, ce sont ceux-là qui pénalisent tous les autres. Et donc, le système de Maggie De Bloch permet... Ce n'est pas budgétaire comme... Les personnes qui sont réellement malades n'ont rien à craindre. Par contre, ceux qui abusent du système, eux, ils vont devoir changer leur fusil d'épaule. Deuxième chose, par rapport au burn-out, il est également caricatural de dire que le gouvernement n'a rien fait, puisque dès 2018, une stratégie a été mise en place et 12 projets pilotes ont été mis sur pied pour essayer d'appréhender cette problématique qui est en effet prégnante. Et donc ces 12 projets pilotes visent tout d'abord à agir sur la prévention, mais aussi sur le maintien et la réintégration. Ça a été fait dès 2018. Et donc aujourd'hui, ce que nous préconisons au MR, c'est via l'INAMI de reconnaître ces projets pilotes, d'analyser les résultats et de les mettre en œuvre de manière globale. Il faut se baser sur l'expérience concrète de terrain pour répondre le plus efficacement à ces problèmes qui ne doivent pas avoir des réponses caricaturales. Ce sont des problèmes pointus qui nécessitent des réponses pointues. Et troisième chose que je voulais évoquer, et là je partage l'analyse de ma collègue Le Poivre, en effet, nous sommes aussi en faveur d'une reconnaissance du burn-out comme une maladie professionnelle. Sur cet aspect des choses-là, nous sommes en phase. Mais arrêtez de caricaturer les mesures qui ont été prises par le passé. Il y a 7 sur 10 personnes qui ont été licenciées. C'est des chiffres, hein. C'est des gens malades. Est-ce que c'est à cause de la politique de l'ancien gouvernement ou est-ce que c'est... des raisons médicales, hein. C'est quand même... Est-ce que c'est lié à la politique du gouvernement ? C'est lié aux politiques du gouvernement. C'est clairement... Premièrement, on met pression sur les gens, mais deuxièmement, je veux quand même encore une fois répéter toutes les mesures qu'on a prises, que les gens doivent travailler plus longtemps, que c'est plus difficile pour prendre des crédits de temps, ça fait que pour beaucoup de gens, ils ne tiennent pas le coup. On craque. On est dans le secteur des infirmières, les gens n'arrivent pas. On passe à 36 mois. Les gens n'arrivent pas. Mais les chiffres sont là. Cela dit, David Clarinval, c'est vrai qu'il y a une augmentation des burn-out, c'est vrai qu'il y a une augmentation des surmenage au travail. Je ne partage pas les caricatures de critères. Non, mais écoute, le chiffre de malades, moi je trouve ça le chiffre le plus grave. C'est 400 000 travailleurs qui sont malades longue durée. Il y a plus aujourd'hui de malades que de chômeurs. Je trouve que c'est une honte pour notre société. C'est une honte. C'est très grave, ça. Alors, voilà. Un mot, Bernard Fuselier, j'aimerais vous entendre peut-être sur des propositions, parce qu'on a largement parlé temps de travail, on a parlé burn-out, reconnaissance du burn-out, comment réintégrer les travailleurs maladie, les travailleurs qui sont en maladie sur le marché du travail, mais peut-être des mesures qu'on n'a pas évoquées ici, des pistes de solutions que vous pourriez peut-être proposer aux 3
candidats aux élections qui sont là avec nous autour de la table. Qu'est-ce qui vous paraît, puisque ce sera aussi la manière de conclure et de terminer cette émission, une piste peut-être en particulier qui vous paraît innovante, intéressante, une piste de solution, quoi. D'accord. Vous avez une minute, je sais que c'est difficile. Revenir à l'idée d'un système de travail soutenable, donc il ne sera pas destructeur psychologiquement, physiquement, socialement, de façon générale. Sur les maladies psychosociales, en effet, le budget est supérieur au budget du chômage. Et d'où la question, c'est évitons d'avoir des politiques qui remettent la pression sur les travailleurs, ça c'est évident. Et penser comment finalement des travailleurs, des personnes, des citoyens peuvent assurer leur engagement sociaux, professionnels, tout au long de l'existence, à travers des droits de tirage. Et donc, ce qui permet, en cours de vie, en fonction des besoins qu'on a, de ralentir le rythme professionnel, l'accélérer, passer plus de temps pour l'éducation de ses enfants, s'occuper, je dirais, de besoins de parents vieillissants qui demandent de pouvoir s'en occuper. Et donc d'avoir vraiment cette politique transversale au cours de la vie, à géométrie variable. Et à mon avis, pour toute la carrière. Pour toute la carrière, une politique de carrière et qui éviterait d'avoir une pression constante et linéaire sur toute la carrière. Bon, merci à tous les quatre d'avoir débattu du bien-être au travail avec des vraies divergences, mais aussi un dialogue qui a quand même pu se faire, ce qui est quand même important, à 3 jours maintenant des élections. Merci d'avoir été avec nous ce midi, et puisqu'il est déjà presque 13h, eh bien Laurent Dehausset est déjà avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Bertrand. Pour un jour dans l'histoire, donc avec quel menu aujourd'hui ? Eh bien c'est l'une des dynasties financières les plus puissantes et les plus fascinantes de l'histoire. Pour comprendre d'où viennent les Rothschild, il faut remonter au XVIIIe siècle, le ghetto juif de Francfort. Nous allons revenir aux fondamentaux de cette dynastie, les Rothschild. Allez, on vous retrouve juste après le journal de 13h. Et il est pile 13h. Le grand journal, c'est avec Marie-Laure de Kerkhove. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Un policier bruxellois suspendu après avoir commis une bavure à Molenbeek. Il comparaîtra cet après-midi après avoir violemment frappé un suspect déjà à terre. Un dérapage qui embarrasse la zone de police, la zone Bruxelles-Ouest. La vieillesse a un coût qui ne sera peut-être pas abordable pour tout le monde, et pourtant la proportion de personnes âgées dans la population est appelée à augmenter. Focus dans ce journal sur le montant des pensions et le prix de l'accès aux structures adaptées. Nous sommes invisibles au lieu de la loi, victimes de discrimination